Bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres du 20h de ce dimanche. C'est parti pour la nouvelle campagne de vaccination animale au Togo. Le ton a été donné à Pia, dans la préfecture de la COSA, par le ministre en charge de l'élevage. La volaille sera prémunie contre la maladie Newcastle, les petits ruminants contre la peste et les bovins, le charbon bactérien. Le droit à l'alimentation expliqué aux populations de Hao et Lomé commune. À l'occasion de la journée mondiale de l'alimentation autour du thème « Le climat change, l'alimentation et l'agriculture aussi ». L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation en appelle à plus d'investissements dans les pratiques agricoles durables. Et puis 95 millions de francs CFA, c'est ce qu'a coûté la réalisation des infrastructures sportives mises à la disposition de la jeunesse de Kara. Ouvrage réalisé grâce à la coopération germano-togolaise dans le contexte du projet Sport et Développement. Voilà pour le sommaire et merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal. Le Togo vaccine ses animaux contre les maladies et épidémies qui déciment le cheptel animal, notamment le Newcastle, le charbon bactérien et la peste des petits ruminants. Le coup d'envoi de cette vaste campagne nationale de vaccination des 3 maladies a été donné à Pia, dans la préfecture de la COSA, par le ministre en charge de l'élevage, Urokura Agadazi. Nestor Mouzou. Depuis 2012, le Togo enchaîne les campagnes de vaccination animale. Pour les bovins, cette campagne est la 3e. Ils sont vaccinés contre le charbon bactérien. Les régions Kara et Savane sont celles qui sont concernées. Quant aux petits ruminants, les doses qui leur seront inoculées luttent contre la peste. Et pour les oiseaux de la basse-cour, il leur sera administré un vaccin contre la maladie de Newcastle. Pour ces 2 catégories, la campagne de vaccination est la 5e du genre et couvre tout le pays. Depuis qu'on lance les campagnes, on a remarqué véritablement qu'il y a une incidence sur le cheptel. Donc il y a de moins en moins de mortalité. Et donc au niveau du revenu de ménage aussi, donc avec les informations qui nous reviennent, donc il y a une valeur ajoutée donc au niveau du revenu des ménages. Et donc nous pouvons nous dire aujourd'hui qu'avec le lancement donc, de cette 5e campagne, il est fort probable qu'on arrive à atteindre nos objectifs qui sont de contrôler les maladies animales de façon récurrente sur toute l'étendue du territoire et faire en sorte que les bénéficiaires, qui sont souvent les populations vulnérables, puissent avoir quand même des revenus suffisants pour le ménage. Au sujet du charbon bactérien, cette zoonose touche aussi la partie nord du Bénin. Une réunion transfrontalière a été tenue à Kara sur la maladie à la veille de cette campagne de vaccination. Un compte-rendu a été fait à l'assistance. Si au départ la situation était alarmante, aujourd'hui elle semble maîtrisée. L'année dernière, on avait atteint une cible de 43%, ce qui était insignifiant. Et cela a même eu des répercussions sur la santé animale avec un cas de mortalité humaine que nous avons enregistré. Mais cette année, le ministère s'est remobilisé pour porter les objectifs au sommet les plus élevés. Nous avons pu réaliser en 2016 90% de couverture contre 70% reconnus au niveau international. Dans les normes de l'Organisation mondiale de la santé, quand un pays arrive à réaliser 70% de la couverture vaccinale, il peut passer vers l'éradication de la zoonose. Pour le cas du Togo, on est allé au-delà même des objectifs fixés, c'est-à-dire les 90%. Mais pour autant, nous sommes conscients qu'il y a encore beaucoup d'actions à mener. Dans l'optique de réduire la dépendance du Togo en produits carnés, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique mène une politique d'accompagnement des éleveurs avec l'introduction des géniteurs améliorés. Dans la COSA, 25 éleveurs ont bénéficié de béliers devant leur permettre d'accroître leur production.
Justement, cette opération est l'un des volets du PIMIASA, Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire, dans sa composante qui appuie le secteur agricole. Multiples projets encadrent donc le PIMIASA pour booster le secteur agricole au Togo. Ces projets, à savoir le PADAT, le PASA et le PPAO, sont exécutés sur le terrain. Des comités régionaux d'orientation et de pilotage suivent régulièrement ces projets et des réunions sont organisées pour apprécier les réalisations. Désiré Aloy pour la région des Savanes. Pour répondre parfaitement à la SCAP, des stratégies innovantes sont mises en place par le gouvernement togolais. Parmi ces stratégies, le PIMIASA avec ses multiples projets, le PADAT, le PASA, le PPAO, le PDRIMO et autres. Projets encadrés par des comités régionaux d'orientation et de pilotage CROP. Comités qui se réunissent périodiquement pour échanger et analyser des travaux à mi-parcours. Au niveau régional des Savanes, cette rencontre du CROP l'illustre bien pour apprécier et valider les réalisations du PADAT et les autres projets. En général, dans la région des Savanes, pour les 3 premiers projets, nous avons mis en œuvre le PADAT avec l'exécution du Kickstart. Dans le cadre du PASA, il y a des éleveurs qui ont été appuyés à recapitaliser leurs élevages. Dans le cadre du PPAO, il y a des semences améliorées qui ont été vulgarisées. Nous avons constaté que pour certains projets, le PTBA n'a pas été exécuté à fond parce que le projet va à terme. Nous allons profiter pour demander aux différents membres du comité qu'est-ce que nous pouvons faire. Sur le terrain, les producteurs apprécient les projets. Concrètement, par rapport au projet PADAT sur le terrain, il y a beaucoup d'améliorations. D'abord par rapport à la productivité, ça a augmenté le volume de production du céréal au niveau de la région des Savanes, sur le terrain, les constats que j'ai faits. Et par rapport aux infrastructures de stockage, il y a beaucoup de magasins qui sont construits. En se focalisant sur les résultats enregistrés, il s'agira pour le comité d'élaborer des perspectives pour améliorer la réalisation des projets sur le terrain. Avec ces différentes stratégies au plan agricole, le Togo, appuyé par ses partenaires FEM, FIDA et autres, opte pour une agriculture tournée vers l'industrialisation afin de résoudre le problème de la pauvreté et contribuer à la croissance économique du pays résolument tournée vers l'émergence d'ici à 2030. Et le droit à une alimentation adéquate se trouve au cœur des politiques et programmes de développement afin de relever le défi faim zéro d'ici à 2030. Les populations de Ao et Lomé communes ont été appelées à s'impliquer davantage pour atteindre cet objectif. Ceci dans le contexte de la journée mondiale de l'alimentation autour du thème « Le climat change, l'alimentation et l'agriculture aussi ». Yva Bévivi. Le climat change, une conséquence des activités humaines, des activités qui font fi les exigences environnementales, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'alimentation et l'agriculture qui souffrent de pollution et de modifications néfastes à la vie humaine. Or, se nourrir sainement et en quantité suffisante est un droit et c'est la question qui a fait l'objet de sensibilisation des populations de Lomé commune et de Notien, une activité menée par le réseau africain pour le droit à l'alimentation. Nous avons profité de cette occasion pour éveiller les consciences parce que c'est une responsabilité partagée pour la réalisation du droit à l'alimentation. Le décideur, c'est-à-dire le gouvernement et les partenaires techniques et financiers doivent pouvoir créer le cadre pour que ce droit puisse être réalisé. Il faut les politiques adéquates et appropriées, il faut les programmes pour la production agricole, il faut des programmes et des politiques pour la commercialisation, la transformation et protéger les consommateurs. Les producteurs ont leur responsabilité à jouer parce que c'est eux qui sont proches de la production, c'est eux qui produisent, c'est eux qui doivent avoir les techniques appropriées. Le réseau africain pour le droit à l'alimentation, qui a été soutenu par la FAO et Born Fonden, a déjà réalisé plusieurs activités, entre autres l'étude relative à l'impact de l'exploitation du phosphate sur le droit à l'alimentation des populations de la zone d'exploitation, avec un accent mis sur les femmes.
La campagne 2015-2016 d'achat de coton graines a commencé au Togo. Le directeur général de la nouvelle société cotonnière du Togo s'est rendu à l'usine d'égrenage de Kara pour voir comment se fait le travail à leur niveau et encourager le personnel pour le bon fonctionnement de l'usine. Nestor Mouzou. Les machines tournent à plein régime. L'usine d'égrenage de Kara a repris service. La récolte du coton a commencé. La campagne d'achat aussi, déclenchant ainsi le travail à l'usine. Usine que le directeur général de la NSCT, nouvelle société cotonnière du Togo, a visité. Il a rencontré les agents de l'usine qu'il a exhortés à l'abnégation. Nous sommes au niveau de la NSCT désormais engagés dans un plusieurs programmes qui nous fait obligation de résultats. Les premières balles sont sorties de l'usine de Kara et nous sommes à 1-2 novembre. Contrairement à la campagne dernière où le grainage a commencé un 1er décembre. Cela veut dire que nous avons gagné un mois plus tôt. Et un mois plus tôt, c'est important d'abord pour les producteurs parce que ce faisant, nous leur prenons le produit plus tôt. Ça garantit la qualité, ça aussi garantit une paie rapide. Tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour motiver les producteurs, pour impulser une relance véritable vers les 200 000 tonnes d'ici 2022 comme inscrit dans les axes stratégiques de la filière cotonnière. Nous sommes venus au niveau de l'usine d'abord apprécier le travail que les techniciens ont eu à faire. Donc c'est pour les encourager et pour les motiver à beaucoup plus d'ardeur. Les exhortations du directeur général ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds. Nous nous sommes sentis ragaillardis par la visite du DG. C'est une motivation pour que même les qualités que nous avons sorties cette année soient les meilleures possibles. Très tôt, on nous a sensibilisés sur le fait que nous devons démarrer plus tôt. Donc nous avons mis le paquet, nous nous sommes préparés et nous avons fait la révision d'une façon méticuleuse jusqu'à avoir ce résultat. L'usine de grainage de coton de Kara a été ouverte en 1981. Aujourd'hui, elle est portée par 250 agents. On part dans le sud du Mali où des organisations non gouvernementales luttent contre le mariage précoce des jeunes filles au Mali. Dans certaines régions, 113 des petites filles sont mariées, un tiers. Bien sûr, des petites filles sont mariées avant leur majorité. Alors, pour faire évoluer leur mentalité et changer la tradition, ces ONG s'appuient sur les communautés locales. Tous les pupitres de l'école de Farakala sont dans la cour et les élèves aussi. La leçon du jour est un peu particulière. Des sketchs humoristiques pour sensibiliser à la question du mariage et des grossesses précoces, le tout joué par des élèves de l'école. C'est plus facile de faire la morale avec de l'humour. Dans les sketchs, on parle des garçons qui s'intéressent aux filles au lieu des études, des choses comme ça. Comme on est aussi des élèves, on peut en parler plus facilement aux autres. Le lendemain, nous retrouvons les petits acteurs en pleine leçon de mathématiques, mais en fin de matinée, les voilà devenus professeurs. Donc il y aura 3 volets, les conséquences sociales, les conséquences scolaires et les conséquences économiques de la grossesse précoce. C'est bien compris. Je m'appelle Aminata Sangaré et je suis sensibilisatrice à l'école de Farakala. Utiliser les jeunes et l'éducation comme moyen de prévention, c'est le pari de l'ONG Save the Children qui appuie les activités des écoles de la région. Plus les filles restent à l'école, ça retarde le mariage précoce. C'est pour cela ce que nous faisons constater, c'est de faire en sorte que les communautés comprennent l'importance du maintien de la fille en classe, de les laisser étudier et de se marier plus tard. Dans cette région du Mali, 60% des filles ne vont pas à l'école. Fatma est tombée enceinte à 17 ans. Elle a eu du mal à reprendre les cours. Quand j'ai accouché, je devais m'occuper de l'enfant, faire les biberons. Je n'avais plus le temps de venir en classe. Avoir eu cet enfant à cet âge-là, ça a été très compliqué. Je discute de ça avec mes amis et je leur dis de ne pas faire la même erreur. Ce projet est encore récent, difficile d'en mesurer l'impact, mais il va être étendu à d'autres écoles de la région.
Le Libéria a été victime ces derniers jours d'une cyberattaque massive qui a paralysé le réseau Internet. Une attaque similaire avait visé plusieurs sites fin octobre aux États-Unis. Les experts craignent une autre attaque au moment des élections présidentielles mardi prochain. L'attaque a visé l'unique câble Internet du Libéria, que l'on voit ici en train d'être installé. Un câble sous-marin comme il en existe sous l'océan Atlantique ou le Pacifique et qui relie en réseau le monde entier. Concrètement, pendant plusieurs jours, les coupures intempestives régulières et prolongées dans l'accès au web se sont multipliées. La technique utilisée n'est pas sans rappeler l'opération du 21 octobre dernier, une attaque d'ampleur qui visait à saturer des serveurs américains. Depuis le mois de juillet, on observe qu'un acteur étatique essaye de tester un outil de déconnexion de la totalité d'un pays ou de déconnexion de la totalité d'un opérateur réseau de l'Internet. Mais alors, pourquoi s'en prendre au Libéria ? D'après les experts en cybersécurité, les attaques contre ce pays d'Afrique de l'Ouest, où seulement 6% de la population est connectée à Internet, seraient en réalité un test grandeur nature, en vue d'une attaque bien plus puissante, visant par exemple à paralyser les câbles Internet transatlantiques. Les plus alarmants évoquent la journée de l'élection présidentielle aux États-Unis. Ce sont des acteurs qui vont avoir plutôt intérêt à montrer qu'ils ont la capacité de faire une attaque que de faire l'attaque elle-même. On est dans une situation un peu de dissuasion. C'est quelque chose à prendre en compte dans les calculs stratégiques de ces différents États. Pour l'heure, personne ne sait qui est derrière l'attaque contre le Libéria, qui sont ces hackers qui veulent tester les défaillances du réseau ou ceux qui les dirigent pour des raisons plus mercantiles ou stratégiques. Mais au rang des puissances en pointe dans la cyberguerre, la Russie tient le haut du pavé. J-2 donc pour les élections aux États-Unis. Dans cette dernière ligne droite, les deux principaux candidats se concentrent sur les États indécis, Donald Trump et Hillary Clinton. Chacun, dans leur style, mène une course folle pour convaincre les électeurs d'aller voter et de faire surtout le bon choix. Après Beyoncé et Jay-Z, hier, c'était au tour de la chanteuse Katy Perry de faire le show pour la candidate démocrate, toujours à la recherche de voix. Lundi, je serai de retour à Philadelphie avec le président Obama et Michelle Obama. À 3 jours de la date fatidique, la technocrate est en quête de popularité et n'a visiblement pas d'autre choix que de faire appel aux autres pour gagner dans les États décisifs où elle compte se rendre jusqu'au dernier jour. Course contre la montre aussi pour Donald Trump. Il a prévu de visiter pas moins de 11 États en 3 jours. Pas de star du show business à ses côtés. C'est sa femme que le républicain accusé de sexisme a choisi comme faire valoir. Donald est un merveilleux mari, père et grand-père. Il est fort, il est déterminé, audacieux et résolu. Il est aussi plein de compassion, prévenant, généreux et aimant. Aujourd'hui, tout est encore possible. L'enquête relancée sur la messagerie privée de la candidate démocrate a clairement rebattu les cartes. Selon les sondages au niveau national, l'avance d'Hillary Clinton n'est plus que de 2,3%. Et en Floride, un État extrêmement important pour les deux candidats, l'écart est encore plus serré. La journée de la solidarité célébrée par le consulat général du Burkina Faso à Lomé, une journée pour mobiliser des ressources et venir en aide aux membres de la communauté en situation de vulnérabilité. Valérie Miski, Carmen Madje à Capo. Les Burkinabés vivant au Togo se mobilisent pour le plein épanouissement de leur communauté. À travers cette première édition de la journée de solidarité initiée par le consulat du Burkina Faso au Togo, ils espèrent mobiliser plus de ressources et des fonds en vue d'alimenter la caisse de solidarité de la communauté et venir en aide aux plus démunis. Nous avons suffisamment reçu. Vous aviez vu comment le parrain qui est Coris Bank International a déjà réagi en nous octroyant un chèque assez important. Également, il y a eu de nombreux donateurs. Chacun a donné selon ses moyens.
Et nous pensons qu'à la fin de la journée, on pourra récolter quelque chose de substantiel pour pouvoir aider les Burkinabés qui auront des problèmes ou qui ont des problèmes ou qui sont de passage au Togo et qui rencontrent des problèmes. Selon les statistiques de 2013 du Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger, 700 000 Burkinabés vivent en territoire togolais. En marge de cette journée, plusieurs activités, notamment des jeux tombola, des matchs de football et une mini-foire avec des spécialités typiquement burkinabées ont été organisées pour permettre à la communauté de retourner à ses sources. On en vient à cette remise d'infrastructures sportives à la jeunesse de Kara, un terrain de jeu et une tribune réalisée grâce à la coopération germano-togolaise au titre du projet Sport et Développement. Coût total des travaux, 95 millions de francs CFA. Nestor Mouzou. Un terrain de football et une tribune de 500 places. 2 infrastructures offertes à la jeunesse de la commune de Kara. Ce cadre de sport et des activités ludiques est implanté à côté du lycée Kara 2 à Tomder. Il est le fruit des relations germano-togolaises. C'est le ministère de la coopération économique et du développement du gouvernement fédéral d'Allemagne et la GIZ, organisation elle aussi allemande, qui ont financé sa construction au titre du projet Sport et Développement. Sport pour le développement, ça veut dire rendre le sport un outil qui accompagne le développement. Autrement dit, lors des entraînements de sport, on peut proposer des activités pédagogiques qui cherchent à faire passer des messages comme l'égalité des sexes, la bonne santé, l'éducation environnementale. L'exécution du projet Sport et Développement est assurée au Togo par le village d'enfants SOS. SOS prend en charge les enfants. Donc à travers la prise en charge de ces enfants, c'est un développement intégral que nous faisons. Nous les accompagnons dans leur développement intégral. Donc qui dit un développement intégral, c'est manger, habiller, faire le sport pour être épanoui et en forme. Cette œuvre, la ville de Kara en a besoin pour combler le vide qui existe. Avant, pour chercher ce terrain comme ça, il faut aller loin. Maintenant, nous l'avons proche. Donc, nous remercions très sincèrement l'Allemagne pour nous avoir accompagnés de ce côté. La réalisation des ouvrages a coûté 95 millions de francs CFA. Avant leur remise officielle aux utilisateurs, une causerie éducative a été animée sur la prévention de la drogue, les violences chez les jeunes, la protection de l'environnement et les valeurs olympiques. Au lendemain du lancement de la construction de ces infrastructures, des tournois ont été joués. Les vainqueurs de ces compétitions ont été récompensés. Merci. On applaudit très fort pour ce... Le gouverneur de la province de Namur en Belgique en visite au Togo s'est rendu dans la région centrale, visite qui a trait au projet de naissance d'une coopération entre la province de Namur et ses préfectures. La marque Bodjona. Cette visite qui s'inscrit dans le cadre d'une coopération entre la province de Namur et les préfectures de Sotouboua et Blita a d'abord conduit le gouverneur de la province de Namur et sa suite à Sotouboua où ils ont visité le centre hospitalier préfectoral et la ferme semencière de la localité. Il s'agissait de toucher du doigt la réalité des problèmes qui existent dans ces services en vue de leur trouver des remèdes. Le Togo et la Belgique sont des pays amis. Namur est une grande province et ce qui est au Togo peut intéresser également la province de Namur. Donc il vient pour voir ce que nous sommes, il vient pour constater ce que nous avons fait, ce que nous continuons de faire, il vient constater les efforts du gouvernement togolais et à partir de là, nous pouvons voir dans quelle mesure on peut renforcer davantage les relations entre la province de Namur et la préfecture de Blita et la préfecture de Sotouboua.
je vais rentrer chez moi et je vais parler. Je vais parler du Togo, je vais parler de ce que j'ai vu, de ce que j'ai rencontré. Je vais parler de vous toutes et vous tous qui m'avez si gentiment accueilli, qui m'avez montré votre réalité, qui m'avez montré votre vie quotidienne, qui m'avez montré les difficultés, mais aussi ce qui va bien, ce qui est beau au niveau des produits, votre fierté de votre culture. Et puis je vais dire que le Togo est un pays qui mérite que les Belges et les Namurois de la province de Namur s'y intéressent et viennent peut-être effectivement le découvrir, qu'on ne le connaît pas assez. Et puis des invitations m'ont été lancées pour des projets. Et bien là, j'ai dit que je n'étais pas un magicien, mais voir comment ces projets peuvent chez nous, le cas échéant, avoir une oreille favorable et que l'on puisse vous accompagner si c'est possible à l'avenir. À Blita, le gouverneur et sa suite ont visité le centre hospitalier préfectoral, le lycée, la coopérative des femmes transformatrices de manioc à Blita village, à Tchangaïde et le parc Potamocher. Les préfets de Sotebois et de Blita ont dans leur mot de bienvenue témoigné leur reconnaissance à leur hôte pour leur visite qui témoigne de leur amour et leur souci à œuvrer pour le bien-être des populations de Sotebois et de Blita. Après 2 ans de formation pour certains et 3 ans pour d'autres, les élèves stagiaires en fin de cycle à l'École nationale d'administration ENA se sont retrouvés hier pour la soirée des lauréats dénommée la Nuit des Énarques. Moment de retrouvailles pour sceller la convivialité, l'amitié et la culture de l'excellence observée au cours de leur formation à l'ENA. Bon souvenir donc gravé dans les mémoires. Serge Tastom, Gérard Laboutou. La soirée des lauréats dénommée la Nuit des Énarques a tenu toutes ses promesses. Une première édition initiée par les élèves stagiaires en fin de cycle à l'École nationale d'administration pour célébrer la solidarité agissante et l'abnégation dont ils ont fait preuve au cours de leur formation. Nous voudrions saisir cette occasion pour renforcer le lien entre nous, les énarques, et les fonctionnaires qui sont parmi nous. La Nuit des Énarques, c'est aussi la célébration de la diversité culturelle, des liens d'amitié et du rayonnement de l'École nationale d'administration au-delà des frontières togolaises. En témoigne ici la présence des pays étrangers, notamment la République démocratique du Congo, le Tchad, le Niger, la République centrafricaine et le Bénin. Nous mettons un accent sur la franche collaboration afin que nous puissions partager un lien très fort entre nous parce que nous appartenons à la même sous-région, nous sommes tous des Africains et appartenant à des administrations différentes. Ça peut servir demain quand nous nous retrouverons dans d'autres instances supérieures. Pour cette promotion 2016, ils sont au nombre de 150 lauréats dans une dizaine de filières. La direction de l'ENA et celle du travail ont appelé le corps enseignant à affûter ses armes et faire des apprenants des oiseaux rares au sein des administrations. Messe d'action de grâce en hommage aux gens de mer, une prière de remerciement à Dieu pour la vie de tous qui agissent en mer au service des populations. Une messe demandée par le Conseil national du bien-être des gens de mer du Togo et le port autonome de Lomé. Nicolas Wantobé, Ramdan Banstila. Ils sont des millions de par le monde à avoir choisi le métier de marin. Mais dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont confrontés à d'énormes difficultés et y mettent souvent leur vie. C'est justement pour rendre hommage à toutes ces personnes éprises d'amour pour la mer et dont les conditions de vie et de travail ne sont pas toujours les meilleures que le Comité national du bien-être des gens de la mer du Togo et les responsables portuaires ont demandé une messe en ce premier dimanche du mois de novembre. C'est une vie professionnelle difficile. Nous avons estimé bon de prier pour eux, demander au Seigneur de les accompagner durant leur sacerdoce. Dimanche des gens de la mer, une célébration œcuménique chaque 6 novembre au Togo. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'abord la sensibilisation au niveau de nos collègues marins pour qu'ils comprennent qu'il faut quand même se retrouver dans des organisations syndicales afin d'être protégés par les syndicats.
Donc le rôle premier du syndicat, nous le savons déjà, c'est de défendre les intérêts des travailleurs, protéger leurs droits. Le Togo a pris des engagements pour mettre en valeur ses actions en mer. En guise de souvenir, ce jet de fleurs à la mer en mémoire des disparus. 17e convention des hommes d'affaires du plein évangile autour du thème « Un bruit qui annonce la pluie », un thème révélateur qui invite les fidèles chrétiens à être en parfaite communion avec Dieu en s'appropriant les saintes écritures. Viviane Soulier, Louis Cassi. Créer une occasion de communion fraternelle entre chrétiens laïcs de toutes les dénominations et sauver des âmes pour Jésus-Christ dans tous les pays, c'est les valeurs promues à cette 17e Convention nationale de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile du Togo. À travers les prières, les prédications et les louanges, les participants se sentent aguerris pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Je suis renforcée dans ma foi chrétienne et les enseignements sont très riches. Et ça nous a permis de développer, d'approfondir notre intimité personnelle avec le Seigneur Jésus. Je suis que la communauté au Bénin, donc j'ai vraiment été bénie. Dans la présence de Dieu, il y a toujours la vie. Moi, j'ai reçu encore une autre vie. Je pars de Maître Étoile à Cotonou avec une nouvelle vision, une nouvelle vie. Les 3 jours d'intense activité chrétienne marquent un nouveau départ pour la communauté tournée désormais vers un avenir radieux. Les orateurs qui sont intervenus, ils ont parlé et ils nous ont montré la voie. Et ils nous ont montré que véritablement, chaque nation, Dieu a un plan. Dieu a un plan pour notre nation, Dieu a un plan pour nos vies. Et l'espoir des nations, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsqu'on tourne le regard vers Jésus, on n'est jamais couvert de honte. La communauté se veut impacter positivement son environnement par son leadership à travers cette plénière de clôture. Voilà, c'est sur cette image que prend fin ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite une très belle soirée. Bon début de semaine.